va continuer avec toi, du coup, pour passer au niveau plus sain, l'abord des voies aériennes. Voilà. Alors, du coup, quand on aime, on compte pas. Donc, ils m'ont donné un deuxième topo. Et là, on va parler alors, pas de l'intubation, mais plus des dispositifs que nous avons en notre possession pour pouvoir intuber nos patients. Donc, je ne vais pas vous dire comment les intuber, la préoxygénation, tout ça. Non, je vais vous faire un peu le catalogue et comment se servir, et surtout l'algorithme pour se servir du coup de l'ensemble des dispositifs que nous avons. Donc, le titre qui m'avait été donné, c'était de la vidéolaryngoscopie à la fibroscopie. Et honnêtement, au début, je ne savais pas trop comment tourner le topo, hormis de faire un catalogue, style délégué médical, et voilà, et vous dire. Bon, je pense que c'était pas trop l'état d'esprit du topo. Donc, dans le titre, il y a vidéo. Et je me suis dit, on va débuter avec une vidéo. Et vous allez voir, du coup, ce que c'est que d'intuber un patient en réanimation. C'est de la simulation, c'est fait par les internes dans le service. Et je vous laisse, du coup, découvrir comment ça se passe. Bon, on va vous endormir pour l'appendicite, hein, d'accord? Je vous mets le masque sur le nez, mon collègue va appuyer sur le cou, là. Bon, vous respirez 2-3 fois, ça va bien se passer. Allez, tout gonflez bien les poumons. Vas-y, Loris. Allez, j'appuie sur le cou. Vous pousse tout ça, là. Vous allez dormir. Parfait. Allez. Super, excellent. Allez, respirez. Allez, on y va. Oh bah, le fascicule, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merde, le respi. Tu peux allumer le respi, s'il te plaît? Voilà, c'est hyper fou, hein, c'est pas grave. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, putain, comment ça se prend, ce truc-là? Ouais. Putain, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Ramène les piles, putain. Oh, les règles se confent, chier. Putain, la sonde. C'est bon, il ne sature pas? Non. On est bon, là? On est bon. Ça se met dans Ouais, quel sens? ouais, ça sert à rien, ça c'est connu. Allez, ça se met dans ce sens-là, j'espère, les piles, parce que sinon, faut... Ouais, ventile-le, hein, c'est pas grave, on a le temps. Ah, ça marche, ça marche, ça marche. Et comment ça se prend maintenant? Ouais, parfait. Hop là. Oh putain, on voit rien, il y a des dents dégueulasses. Voilà, putain. Qu'est-ce qu'on a pour nous aider, là? Qu'est-ce qu'on a? T'as pas un grand mandrin, un truc, là? C'est où? Il est où, ce mandrin? Allez, allez, dépêche, dépêche. Je vais ventiler, vas-y, va chercher le mandrin, dépêche. Dépêche, dépêche. Allez. Putain, il est pas bien, là. Valoris, fais un effort, merde. Bon, voilà. Globalement, c'est une intubation qui se passe bien ou non? On est d'accord. Alors, ça nous fait rire, mais ça peut être la réalité. Et à 3 h du matin, lorsque l'on prend sa première garde de senior, ou alors que le senior n'est pas encore arrivé, des choses comme ça peut être vite l'angoisse. Et tout ça, ça peut être évité. Globalement, là, il y a à peu près une bonne partie des erreurs qu'il ne faut pas faire. On n'a pas vérifié notre matériel, le respi n'est pas branché, il n'y a plus de piles, on n'y arrive pas, c'est une intubation difficile, il n'y a rien. Et globalement, c'est la loi de l'emmerdement maximal. C'est-à-dire que quand ça commence à merder, ça merde partout. Donc, afin d'éviter ce genre de situation, il faut vraiment anticiper. Vraiment, le secret, c'est l'anticipation. Et ça permettra, du coup, de mieux appréhender une intubation difficile. Alors, pour ce faire, on a de la chance, on a une société savante qui fournit beaucoup de recommandations, beaucoup d'avis d'experts, tout ça. Et là, on a des recommandations formalisées d'experts de 2017 qui parlent de l'intubation difficile et de l'extubation en anesthésie chez l'adulte. Alors, on parlera que de l'intubation difficile. On a différents systèmes. On a les laryngoscopes, les glottiscopes et les fibroscopes. Et on va voir comment l'ensemble de ces dispositifs vont s'intégrer dans un arbre décisionnel. Les laryngoscopes. Alors, il faut différencier l'intubation difficile prévue de l'intubation difficile imprévue. Bien sûr, l'intubation difficile, l'intubation compliquée qui va être prévue, c'est beaucoup plus facile, on anticipe, on est plusieurs. Celle qui nous fait peur, c'est celle qui est imprévue. Le premier niveau, en tous les cas de dispositif, ça reste le laryngoscope. Dans les deux cas, il faut faire une laryngoscopie. Et au niveau des laryngoscopes, il y a différentes tailles en longueur, en largeur, il y a différentes marques, mais globalement, c'est tous le même principe. Il y a un manche sur lesquels on va mettre des lames, du coup, des lames courbes de type de Macintosh ou alors des lames droites de type de Miller.
Globalement, la majeure partie des gens utilisent des Macintosh. Après, encore une fois, c'est une histoire d'école, de situation. Nous, les lames droites, on a un labo expérimental, on s'en sert pour intuber les cochons, mais c'est un peu limité. Et sinon, chez l'humain, on utilise plutôt la courbe. L'intubation difficile, elle est définie comme au moins 2 laryngoscopies. On y est vite. On y est très vite à 2 laryngoscopies. On s'expose, on n'y arrive pas. Alors ça sous-entend par quelqu'un qui sait intuber. On n'est pas en période d'apprentissage. Mais quand même, les 2 laryngoscopies, on y est très vite. On y est très très vite. Et à partir de ce moment-là, on se dit, allez, on est dans l'algorithme d'intubation difficile. Et qu'est-ce que j'ai sous la main pour éviter que ça se passe mal? Alors en deuxième, en backup, j'ai le vidéolaryngoscope. Alors, ça veut tout et rien dire. En tous les cas, c'est un ensemble qui est assez vaste. Et dans ces vidéolaryngoscopes, on retrouve les glottiscopes. Les glottiscopes, ils sont divisés en 3 groupes. Les groupes 1, les groupes 2 et les groupes 3. Les glottiscopes de type du groupe 1. Alors, on a le MacGraft, le GlideScope et le Storz CMAC. Ce qui ressemble en tous les cas à ces 3 glottiscopes et au vidéolaryngoscope, c'est-à-dire qu'en laryngoscopie, on voit directement par notre œil, du coup, les cordes vocales et notre exposition. Dans les vidéolaryngoscopes, on a un écran qui va permettre de regarder les cordes vocales. Et après, ils vont changer en fonction de l'angulation, du coup, de la lame. Et après, ce sont des particularités, du coup, de laboratoire. Globalement, généralement, dans un établissement ou dans un service, on en a 1 ou 2, mais on n'en a pas différents. Donc, il faut juste savoir utiliser et savoir l'utiliser. Et l'utiliser, il faut essayer. Parce que honnêtement, on a beau savoir intuber avec une laryngoscopie classique, la première fois qu'on utilise un GlideScope ou un Storz CMAC, eh ben c'est compliqué, c'est pas pareil. Donc c'est pas le moment où ça se passe mal, où il faut se dire merde comment on l'utilise. Donc l'intubation prévue, on essaye, du coup, c'est du training, il faut savoir l'utiliser. Comment on l'allume, où il se trouve déjà, des fois on ne sait même pas où il est. Mais voilà, ça fait partie de l'anticipation. Ensuite, il y a les groupes 2. On voit que l'angulation au niveau de la lame, l'anatomie de la lame pour introduire est différente. Et ici, donc on le connaît tous globalement. C'est celui qu'on a le plus dans nos services. Et surtout, celui-là, il s'introduit d'une manière un petit peu particulière. C'est pas comme la lame de laryngo où on va enfiler comme ça le long de la langue. Non, il se met d'abord verticalement. Donc on ouvre la bouche et puis on appuie comme ça jusqu'à arriver en butée. Et ensuite, on va pivoter, comme ça, vraiment, on pivote, ce qu'il ne faut pas faire avec le laryngo, hein, il ne faut surtout pas faire ça, bah là, on fait comme ça. Et hop là, par magie, alors c'est pas tout le temps le cas, mais globalement, on arrive pile poil devant les cordes vocales, et notre sonde d'intubation qui est sur le côté du dispositif va pouvoir et visualiser, et il suffit de pousser. Parfois, c'est un peu difficile, on n'arrive pas à avoir les cordes vocales, on pourra rajouter d'autres dispositifs dessus. Donc les deux grands systèmes, eh ben, on retrouve l'AirTrack et le Pentax Airway. L'AirTrack ici, on a du coup une vision directe, et le Pentax Airway, du coup, c'est sur un écran. Bien penser à humidifier avec du sérum physiologique, enfin lubrifier la sonde, parce que c'est plastique contre plastique, et globalement on a du mal à mettre. Et c'est dommage d'être juste devant les cordes vocales, ou alors avoir poussé la sonde dans les cordes vocales, et de plus arriver à l'enlever, en fait, et d'être obligé de renlever, donc on a l'air un peu con. On n'arrête pas le progrès. Donc les AirTrack maintenant, donc avec la vision par une fibre optique, c'est un peu désuet. Donc il y a des systèmes où on peut brancher les smartphones. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, hein. Android ou Apple, les deux sont tolérés. Donc, et on visualise directement notre glotte sur notre smartphone. Donc ça sera cool. Bientôt, on pourra faire des hashtags laryngo et mettre sur un snap de laryngo. On n'en est peut-être pas encore là, mais pourquoi pas. En tous les cas, c'est à partager. On a du coup l'adaptateur au niveau du téléphone, mais également des adaptateurs Wi-Fi, où ça peut être sur tablette, smartphone.
le système d'endoscopie digestive ou d'endoscopie respiratoire, on peut le brancher également dessus. Et enfin, le côté un peu plus vieux, un peu plus old school, le Minitel de l'AirTrack, la vue directe. Et le troisième groupe, ce sont les glottiscopes. C'est une sorte de masque laryngé, mais avec écran du coup dessus. Et on va pouvoir ventiler le patient et passer une sonde au travers de ce masque laryngé. Quelque chose qui nous sert énormément et qui peut vous sauver de beaucoup de situations et qui est vraiment tout bête. C'est le long mandrin béquillé. C'est un mandrin de plastique assez long, béquillé, rigide. C'est pas le mandrin qui est souple, il est rigide et il est perforé, en fait, des deux orifices sur lesquels on peut mettre l'arrivée d'oxygène. Et l'utilisation de ce long mandrin béquillé, sur les algorithmes, c'est pas forcément très clair. En tous les cas, on peut l'intégrer au bout de 2 laryngos. 2 échecs de laryngos. Et le principe de ce long mandrin, c'est qu'il est droit et à un côté il est béquillé. Donc le principe c'est de mettre en premier le côté béquillé. Si on le met le côté droit de l'autre côté, on n'a rien compris. C'est de mettre le côté béquillé et en fait de descendre comme ça. Parfois on voit bien la glotte, mais c'est qu'on n'arrive pas à prendre la direction. Donc avec ce long mandrin, on va pouvoir l'avoir. Ce long mandrin est différent des mandrins rigides réutilisables qu'on met dedans pour donner une courbure. Là, on va pouvoir cathétériser et les mettre dedans. Et parfois, on est à l'aveugle, et à ce moment-là, on va pouvoir mettre dedans, ou si on est sur un Cormac 4, par exemple, on voit juste la racine, du coup, et on va mettre dedans, et avec le fait qu'il soit béquillé, on va sentir les anneaux trachéaux, en fait, qui vont faire tac, 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 dessous. On le met, on le pousse jusqu'à ce que ça bloque, on met notre sonde d'intubation dessus, et on retire. Donc on peut intuber à l'aveugle, c'est quelque chose qui est simple, qui nous sert, qui maintenant, ceux qui font du préhospitalier, globalement, les SAMU l'ont, mais il y a encore des SAMU qui n'ont pas ce système, ça tient dans la poche, ça rassure tout le monde. C'est tout bête et vraiment, ça sauve énormément de situations. Le troisième niveau, du coup, qui vient après les glottiscopes, donc ce sont l'utilisation d'un masque laryngé avec le Fast Track ou le LMA C-Track. Alors, du coup, c'est une sorte il y en a un qui est il y en a un, c'est un masque laryngé vidéo avec vidéoscopie, et l'autre, c'est à l'ancienne, où on met juste un masque laryngé, on va passer au travers. Du coup, vous voyez la sonde d'intubation, et on va pouvoir retirer notre masque laryngé. Et enfin, 4e niveau. Du coup, on parlait du boss du donjon, mais là, on est au 4e niveau, donc ça commence à être assez difficile. Ce qu'on entend tous parler, globalement, ce qu'on ne fait jamais, l'intubation sous fibroscope. Alors, au niveau des fibroscopes, on a des fibroscopes classiques, et maintenant on a des fibroscopes à usage unique avec un écran délocalisé. La fibroscopie classique reste entre guillemets le gold standard. On a une belle visualisation, une bonne prise en main. Mais c'est vrai que les industriels font une qualité d'image qui est de mieux en mieux avec les fibroscopes à usage unique. Le problème, c'est encore une fois, si jamais on n'a jamais fait d'intubation fibroscope, de se lancer dedans au moment où le patient il a 80 de SAT et qu'on n'y arrive pas et qu'on panique et qu'on n'a rien préparé, c'est pas forcément le bon moment. Donc on a une gestion qui va être délicate. Il faut anticiper l'anesthésie des fosses nasales. Alors ça, c'est vrai chez le patient pour l'intubation difficile qui va être prévue. L'intubation difficile non prévue, par définition, on ne l'a pas prévue, donc on ne va pas pouvoir faire une anesthésie des fosses locales. Mais si jamais on s'en sert pour une intubation difficile prévue, à ce moment-là, il faut vraiment anticiper, faire une bonne analgésie des fosses nasales avec de la xylocaïne. On met des mèches remplies de xylocaïne naphtalinée, une sédation, plus ou moins d'évoque. Dans les recommandations, ils parlent de l'évoque ou des bolus. Globalement, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation. Est-ce qu'il vaut mieux faire des bolus? Est-ce qu'il vaut mieux faire de l'évoque? On peut faire de l'évoque propofol, on peut faire de l'évoque de rémifentanil. Et il y a une gestuelle à avoir. Et globalement, voilà une vidéo sur comment on intube un patient. Donc bien sûr, on passe par le nez. Alors, ça paraît évident, mais par le nez, on va arriver directement au-dessus des cordes vocales. Globalement, au début, on ne voit rien, ou du sang parce qu'on a arraché un cornet. On va descendre petit à petit, et le but, voilà, c'est de voir la glotte, de voir les cordes vocales. On a une image qui est inversée de celle qu'on voit traditionnellement en laryngoscopie. Vous voyez, alors elle s'ouvre plus ou moins en fonction de si notre patient est endormi. Là, ça a mis une intubation vigile. Et le but, c'est d'aller cathétériser la trachée et ensuite de descendre la sonde d'intubation. Alors, petite précision qui fait rire comme ça,
Mais la sonde d'intubation, on l'enfile sur le fibroscope avant de commencer dans les fosses nasales. Parce que si une fois qu'on a cathétérisé les fosses nasales, on dit on met comment la sonde d'intubation, t'as l'air con. Donc voilà, donc faut bien la mettre avant. Et vous verrez sur les fibroscopes à usage unique, en fait, il y a une sorte de cône juste au début de la sonde, une petite cône comme ça en plastique. En fait, c'est pour clipper notre sonde d'intubation dessus. Voilà. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo faite par les Lyonnais qui est sur YouTube, qui est accessible et qui montre une intubation vigile par fibroscopie avec un bloc des cordes vocales et également du coup l'Evoque de Rémi Fintanier et qui montre toutes les images et c'est relativement bien fait. Comme je vous disais, le problème de cette intubation, c'est que globalement, on n'en fait pas beaucoup, quasiment jamais, et quand il faut l'utiliser, c'est la panique. Et c'est vrai que globalement, on arrive à se débrouiller dans la majeure partie des temps avec tous les systèmes. Donc, la question, c'est est-ce que l'intubation vigile sous fibroscope, elle est devenue vraiment utile parce qu'on arrive à se débrouiller par d'autres systèmes? Le débat est ouvert. En tous les cas, c'est sûr qu'elle est utile, et l'auteur conclut sur ça, sur l'entraînement. Elle est utile parce qu'il faut s'entraîner, il faut en avoir fait chez des patients quand tout se passe bien, quand on est à plusieurs, chez un patient qui a des réserves, pour savoir qu'on sait et savoir l'utiliser correctement le jour où on a besoin. Alors, pour terminer et vous laisser aller manger, voilà une phrase qui avait été dite au début où on commence, il y a toujours des ayatollahs de grandes phrases comme ça. Il n'y a pas d'intubation difficile, il n'y a que des mauvais anesthésistes réanimateurs. Alors on va essayer de décortiquer cette phrase. Alors je dis faux. Les intubations difficiles, il y en a. Mais c'est vrai qu'avec l'entraînement, avec l'anticipation et avec la connaissance et la mise en place des protocoles, on diminue énormément le risque d'être embêté par une intubation facile. Par contre, je suis d'accord avec ça, effectivement, il y a des mauvais anesthésistes réanimateurs si on oublie que finalement la priorité n'est pas d'intuber, mais que la priorité est de ventiler. Donc nos patients, si on n'y arrive pas, il ne faut pas s'acharner, il faut le reventiler. C'est pas grave de louper une intubation, de ne pas y arriver si on arrive à le ventiler. Et cette ventilation, on commence à reventiler nos patients dès qu'ils tombent à 95 de SAT. On peut y être très vite. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, que vraiment la priorité, c'est l'oxygénation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.